Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le pilote du petit avion qui s'est écrasé hier sur la route des Rails, grièvement blessé lors du crash, est décédé. Parallèlement, le directeur de l'Office national de l'aviation civile, Laurent-Joseph Dumas, révèle que l'appareil n'était pas autorisé à effectuer des vols commerciaux. Le directeur général de l'Office national d'aviation civile, Laurent-Joseph Dumas, annonce l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur ce nouvel accident aérien qui a coûté la vie à 6 personnes. Les conditions ne sont pas encore réunies pour organiser les élections dans le pays. C'est ce qu'a fait savoir le secteur dit démocratique et populaire qui fait partie du gouvernement d'Ariel Henry. Le crash d'un petit avion lève le voile sur les faiblesses du secteur aéronautique haïtien. Le directeur de l'Office national de l'aviation civile, Laurent-Joseph Dumas, révèle que l'appareil ne disposait pas d'un permis pour réaliser des vols commerciaux. C'est un avion privé, a-t-il martelé, laissant entendre que les avions privés ne disposent pas de comptoir pour les clients. Cependant, l'appareil, un Cessna 207, effectue régulièrement la liaison Port-au-Prince-Jacmel. Le directeur de l'office informe que l'appareil est enregistré au nom de M. Nicolas Kaoli, un important homme d'affaires de Jacmel. L'appareil réalisait le trafic commercial sans l'autorisation de l'OFNAC, organe régulateur de ce secteur. Des proches de parents de victimes assurent que les frais de transport avaient été versés. Une dizaine d'appareils assurent des liaisons internes entre l'aéroport Guy Malary et les aérodromes des grandes villes de province. L'OFNAC a constitué hier une commission spéciale afin de diligenter une enquête sur le drame. Des voyageurs rencontrés à l'aéroport Guy Malary ce jeudi ont exprimé leurs préoccupations au lendemain du crash d'un petit avion qui a causé la mort d'au moins 6 personnes. Avec la peur au ventre, ces citoyens qui s'apprêtaient à prendre l'avion estiment que ce drame témoigne de l'irresponsabilité de l'État qui n'a rien fait pour résoudre le problème de l'insécurité qui règne à Martissan. Des interrogés tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités étatiques d'intervenir. De son côté, le directeur général de l'Office national d'aviation civile, Laurent-Joseph Dumas, révèle qu'une enquête sera diligentée en vue de faire la lumière sur ce nouvel accident d'avion. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Ndague moment mon cap m'a monter parce que si avion ça viré tout dernièrement là me une tomber à Kounia une tomber ça passe comprendre pas bon matin m'attendait dans nouvelle même directeur aéroport pas connaît ti avion c'est ça le répéter dit même pas connaît ce avion pas enregistré. 6 personnes ont péri dans le crash d'un petit avion sur la route des Rails ce mercredi en direction de Jacmel, le chef-lieu du département du Sud-Est. Un trajet qui prend une trentaine de minutes en temps normal. Des passagers qui se sont exprimés avec la peur au ventre dénoncent une forme de désordre à travers ce qui s'est passé. Ouais, ça me dit son désordre, c'est que même on va contre qui ça va monter. C'est qu'on pas de monde qui connaît on vient là va monter avion, par contre qui avion, par contre si avion bon s'il pas bon c'est que ça va désordre lié et l'état depuis la pente comme nos bagages, il pas besoin connaître que n'importe monde on parler ce domaine là un avion pas et puis venir Haïti avec le fait trafic avec. C'est un désordre lié parce que si le gouvernement dans le pays, il pas qu'à bloquer une ligne yon conduit en dernier non so yo pas jamais dire rien so il pas bon du tout. Il n'y a aucun mal à ce qu'un citoyen
choisissent de prendre un avion pour se rendre dans une ville de province. Par contre, quand cela devient une obligation à cause de l'insécurité qui sévit dans la zone de Martissan, cela révolte ces voyageurs qui ne cachent pas leur frustration. Le problème c'est qu'il tout le monde même pour ça tout le monde pas jamais monter même si on a une licence pas monter parce que pour monter avion pour là Jacmel sont des autres liés ou de cadre pour monde a dépenser pour là Jacmel et pour on mettre $200 gaz dans la machine, $150 gaz en famille ou à Jacmel. Ça c'est à cause de route là. Mais quand même si route là pas de problème, il y a des gens qui ont choisi voyager en avion. Vous comprenez? Mais ça là dans le tout. Prochaine fois je vais dans la machine privée pour mal côté pour passer Matissan l'aime. Quelques interrogés, choqués par ce drame, vont plus loin dans leurs propos en tapant du poing sur la table et pointent du doigt les autorités étatiques. Depuis le 1er juin 2021, à cause de la guerre des gangs qui paralyse l'entrée sud de la capitale, la reliant à 5 autres départements, le trafic aérien s'est intensifié et apparemment, aucune disposition n'a été prise. Le 2 juillet 2021, se rappelle-t-on, un petit avion assurant le transport de 6 passagers de Port-au-Prince vers Jacmel s'est écrasé à Léogane. En octobre de la même année, un avion qui transportait des passagers en direction de la République dominicaine a effectué un atterrissage forcé au niveau de l'aéroport de Jacmel. Je me sens très bien parce que il va bon pour moi-même. Pour moi-même, pour tout le peuple là, il va bon. Parce que un département, il y a une série de monde qui ont bloqué un département, l'État ne va dire rien. Il faut que l'État ait dit un mot dans ça. L'État est responsable de tout ça qui a passé. Parce que si un pays a l'État là-dedans, tout bagaille là-dedans, c'est l'État qui est responsable. Mon cher, d'après moi-même, tout problème, c'est l'État qui est coupable en premier. Ok? C'est parce que l'État n'a pas fait travail qui fait tout le monde arriver à mourir. Si l'État, si un pays qui a dirigé, ça va arriver jusque-là. Cette situation est inquiétante, certes, mais va-t-elle avoir une influence sur le secteur des transports aériens? Est-ce que les voyageurs vont refuser de prendre l'avion? Les positions sont mitigées concernant ces interrogations. Hier, l'aime temps de ça, je ne suis pas inquiété. Les mal regardé l'image, et puis moi, son petit avion, et à petit avion, ça me fait déjà peur. Et puis, je connais dans l'avion, ça m'a voyagé, je ne suis pas trop inquiété que ça. Mais il y a d'autres gens qui sont inquiétés pour moi, même dire, je me tranquille. Ça passe tout le temps dans tout le monde. L'Office national de l'aviation civile, son directeur général, Laurent-Joseph Dumas, qualifie ce qui s'est produit d'accident et a une lecture plus technique de la situation. Il a quitté Port-au-Prince vers les 3h44 pour se rendre à Jacmel. Après une dizaine de minutes de vol, à 8000 nautiques, le pilote a lancé un alerte. Mayday. I lost my engine. Et à partir de ce moment-là, nous comprenons, tout de contrôle la comprendre qu'on a une difficulté. Et lui-même, nous venons apprendre par la suite que du fond atterrissage forcé du côté de avant Mariani sur la route des rails. Le directeur général de l'OFNAC a révélé avoir déjà dépêché une équipe sur place pour recueillir des informations en vue de diligenter une enquête. Tout de suite, nous voyons des techniciens à recueillir des informations sur le site de l'accident pour nous capables d'ouvrir une enquête qui peut faire le jour sur cet accident. Nous prenons des dispositions sur une base purement conservatoire pour nous interdire de vol ces avions jusqu'à ce que le jour soit fait sur la question. C'est une situation qui interpelle et qui fait couler beaucoup d'encre au niveau de l'opinion publique. Si pour certains, il s'agit de l'irresponsabilité de la part des autorités étatiques, de la part du directeur général de l'Office national d'aviation civile, il s'agit plutôt d'un accident. Des mesures sont déjà prises en vue de faire la lumière sur ce dossier selon ses propos et des interdictions de départ sont lancées pour des avions du même type, a-t-il ajouté. Elessie Duelassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Joseph Lambert confirme que le Parlement a été cambriolé mardi pour la deuxième fois consécutive. Cette fois-ci, des téléviseurs ont été emportés, révèle-t-il. Le président du Grand Corps annonce une réaction officielle incessamment. Premier vol qui fait là, c'est un vol qui fait dans le périmètre qui supposé
sécurisé par des policiers parlementaires de la Chambre des députés. C'est une pompe qui a eau, qui permet de nous faire pompage pour nous capables alimenter tout système que nous gagnons par ici. Deuxièmement, dans la même zone nanto, gagnait des téléviseurs qui volaient dans le salon diplomatique qui est attenant à bureau secrétaire général. Pendant que a conduit enquête ça et que directeur police parlementaire Sénat a pris disposition pour les capables de produire un rapport, eh bien, il y a un deuxième vol qui fait. Et deuxième vol ça qui fait là, eh bien, c'est un vol qui fait au niveau d'un périmètre qui est consacré spécifiquement à Sénat République là. C'est plusieurs télévisions qui volaient. C'est 3 fusils 12, si je ne me trompe pas moi, 2 fusils 12 défectueux qui étaient réservés dans le bureau directeur là pour être capable au moins soumettre à inventaire Cour des comptes à quel que soit le moment de la durée que Cour des comptes a bien pour venir faire inventaire. Et puis, il volait tout, de l'autre bagaille dans le bureau directeur. Il volait tout plus de 6. Il volait tout plus de 6 télévisions qui dans le bureau plusieurs sénateurs. Tout compte fait, si nous bien comprendre une question, pour les bagailles pour nous dire, espace sécurisé par des agents policiers parlementaires. Premier monde pour nous pointer du doigt, c'est d'abord les agents qui eux-mêmes étaient en poste. Il y a 9 agents, si je ne me trompe, première fois. Il y a 9 agents, deuxième fois. Eh bien, tous 18 agents, ça, eh bien, dans les heures qui suivent, il y a une suspension pour eux et ils seront mis en condition D à la disposition de la DCPJ pour la conduite de l'enquête. Et 2, une fois que l'enquête DCPJ a abouti, on prend toutes mesures qui sont recommandées par la DCPJ et les fauteurs, ou bien les coupables, ou bien les receleurs, eh bien, ils ont tous à déférer par devant des tribunaux compétents, puis à répondre de ça pour lesquels ils ont une responsabilité là-dedans. Les conditions ne sont pas réunies, pas encore, pour organiser les élections dans le pays. C'est ce qu'a fait savoir le secteur dit démocratique et populaire. En conférence de presse ce jeudi, Nénel Kassi et André Michel ont mis l'accent sur la nécessité qu'un climat sécuritaire soit d'abord instauré dans le pays avant de parler d'élections. Le secteur plaide également pour la mise en place d'un CEP crédible et pour un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale. Les CEP sont étapes dans la question élection. Mais pour nous arriver dans l'élection, il y a un ensemble d'engagements, il y a un ensemble de mesures que le gouvernement qui l'a, avec tout l'autre acteur qui en négociation doit joindre avant de déclencher la question élection. Parce que nous-mêmes, SDP, nous pas pousser le peuple là à nos élections pour la suicide de tête. Élection suicide là, comment lié? C'est élection côté où elle révoter ou bien où elle favoriser PHTK après 10 ans qu'il retourner au pouvoir. Ça, nous-mêmes au niveau au niveau SDP, nous ne sommes pas d'accord ça. Jamais. Ça veut dire, dans ce sens, ça qui a passé au niveau gouvernement, au niveau PHTK, nous-mêmes, nous ne pouvons pas cautionner. Dans ce sens. Et c'est peut-être ça nous dit, il faut qu'on CEP équilibré. Il faut qu'il y ait une participation de tout secteur qui désire participer à la question élection en dans CEP. Il faut qu'il y ait une large consultation qui doit être faite pour arriver avec la formation CEP. Et il faut que nous continuions à chercher consensus largement large qui n'a pas parlé avec majorité moun, majorité acteurs. Il faut que nous garantissions la participation de tout le monde dans l'élection que vous faites là.
Bien sûr, l'élection, ça va le fait. Après toute bagaille, fin prend comme mesure d'accompagnement, par exemple, sécurité, question pétro-caribé, etc., qui André pral dit là pour nous. Et c'est après toutes mesures, ça, nous n'avons qu'à parler, nous n'avons qu'à chanter chanson, question, élection. Ça veut dire, ça qu'à parler au niveau PHTK, au niveau gouvernement, au niveau de l'autre monde, nous-mêmes, nous pas dans l'élection, tout autant qu'il y a un ensemble de mesures qui ne pas prendre. Et il faut que CEP a tout garanti confiance tout le monde. Et qui a permis que nous sortions dans le processus électoral là sans casse, sans pas gagner de crise post-électorale. Et ça, c'est important pour nous parce que toute crise qui est dans le pays, c'est des crises post-électorales. Ça veut dire qu'il faut nous bataille. Nous entendons aujourd'hui au niveau PHTK, il y a parlé des questions élections, il y a parlé des questions CEP. Mais nous-mêmes, nous conditionnons ça et le doit être clair dans cette population. Le professeur Jean Saint-Ville s'inquiète d'éventuelles conséquences néfastes de la situation internationale sur Haïti. Après 4 années de turbulences sociales qui ont mis l'économie nationale à genoux, selon lui, les autorités et le secteur privé disposent d'une marge de manœuvre très étroite face aux crises énergétiques et alimentaires qui se profilent à l'horizon en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Avec l'aggravation de la situation au pays, c'est pratiquement chaque mois que tu révisé statistiques. Le compromatissant, l'inflation galopante, tout concours. Et puis la guerre d'Ukraine. Est-ce que vous pensez que nous avons subi effet jusqu'au nous hier? Vous pensez que nous commençons déjà. Nous commençons déjà. Nous commençons déjà. Regardez le prix du pain. Parce que la Russie est producteur de farine, c'est ça? La Russie producteur de blé, l'Ukraine tout. Et pratiquement l'exportation, ça pas disponible. L'Ukraine n'a pas exporter encore. Donc, comment pas trop pain pour réaliser? Le pain a augmenté. Le pain, dès qu'on a acheté combien 125 gouttes, le mois dernier, c'est à 175 gouttes. Non, mais quoi que les liés avec guerre? Absolument, puisque il n'y a pas de problème de disponibilité du blé, c'est partout. Et dans le pays commence à il y a des menaces d'émeutes au Sénégal, etc. Le monde a commencé à fâcher de tous côtés au Pérou à cause de l'inflation. Parce que ce n'est pas seulement une question de céréales, question d'énergie. Le pétrole a monté. Et Russie, c'est grand producteur de pétrole. Il y a une perturbation sur le marché énergétique. Et le pétrole a monté. Et nous-mêmes, nous connaissons que bientôt, nous allons passer à gasoline à 500, gallon de gasoline va passer à 500 gouttes, c'est possible. Alors, si ça arrivait, automatiquement, tout produit alimentaire, tout produit en Haïti va l'augmenter. Du riz qui fait 100 gouttes de coulis, il va passer à 125, 150 gouttes. Donc, ça veut dire, si je dis à nous, à 6 millions de monde qui ont en insécurité alimentaire, que nous passons ici, il passe à 10, 11 millions? Bon, tout est possible. Tout est possible parce que revenus en Haïti, c'est des petits revenus. Et avec le prix qui a grimpé, doublé, risque doublé, triplé, il va devenir incontrôlable, tout peut arriver. Et insécurité alimentaire, en 2008, il était provoqué émeute de la faim, nous ne connaissons pas jusqu'où ça peut aller. Et dans plusieurs pays, en Afrique, bon, même en Amérique latine, il est possible qu'il y ait des gouvernements qui tombent. Beaucoup de gens sont en train de trembler dans beaucoup de pays parce que pas qu'on est comment elle va évoluer. Depuis qu'on n'a pas qu'à manger, on a sauté dans la rue. Et ça peut aller très loin. L'ambassade de Suisse en Haïti lance un nouveau programme de coopération Suisse-Haïti 2022-2024 dans le but de lutter contre la pauvreté dans le sud du pays suite au séisme du 14 août 2021. La directrice générale du développement et de la coopération, Patricia Danzi, affirme que ce programme consiste à atténuer la fragilité et la vulnérabilité de la société haïtienne et à répondre aux besoins des populations. Haïti a connu aussi une année très difficile l'année dernière. Il y avait, pour toute la planète, il y avait Covid. S'ajoutant à ça, en Haïti, c'était l'ouragan, c'était le tremblement de terre et l'assassinat de votre président. Donc ça fait beaucoup de chocs externes, internes, qui font
que Haïti est un pays vulnérable et qu'elle est restée l'année dernière en particulier. Nous sommes à côté des Haïtiens et des Haïtiennes avec notre programme de coopération, avec ce qu'on développe ici avec vous. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas laisser tomber. On a un programme de 2 ans, 2 ans et demi, et puis le programme a 2 axes. La gouvernance locale et le renforcement de la résilience de la population et de ses institutions. Et puis 2, le développement économique résilient au choc. Le développement économique, ça inclut aussi les jeunes. Donnez-leur des opportunités de trouver du futur pour qu'ils trouvent des chemins et des moyens pour pouvoir évoluer ici ensemble avec leur famille. Le concept de la résilience revient 2 fois, donc résilient au choc et résilience des populations et des institutions, car il s'agit là d'un terme important pour Haïti. Au-delà de la réponse humanitaire, nous souhaitons en effet renforcer les bases afin que tout le monde, à travers les institutions, les organisations de société civile, les organisations de paysannes et les autorités nationales et locales puissent mieux répondre à leurs besoins. En ce sens, le nouveau programme de coopération s'aligne sur 4 principes de travail. La consolidation, c'est toujours important de pouvoir construire sur quelque chose qu'on a déjà fait et après le souligner. L'institutionnaliser des programmes portés par la coopération suisse, le renforcement de l'aide humanitaire, développement, paix et sécurité, et ça c'est pour moi très important, garder les acteurs au centre des processus. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.